Je vous propose de conclure, puisqu'il reste 7 minutes environ, donc peut-être 2-3 minutes par intervenant pour peut-être conclure sur cette difficulté de dénoncer et que finalement tout cela se fait au cas par cas. C'est vraiment en fonction de la situation qu'on va décider de parler et de quelle façon on va parler. Je commence. Oui, oui, oui. Jean-Marie. Jean-Marie Fardeau. Très bien. Oui, nous, on va parler dans la quasi-totalité des cas dans lesquels on est témoin, sauf, je l'ai dit, les précautions prises ou les situations exceptionnelles. Mais à ma connaissance, je n'en ai pas vu depuis 3 ans que je suis à Human Rights Watch, je n'ai pas vu de situation où on a renoncé à parler. Peut-être qu'on n'a pas toujours tout dit, mais ou pas aussi vite qu'on aurait pu le dire, parce qu'on a estimé qu'il y avait un temps médiatique, un temps politique, un temps juridique. Il y a des temps différents selon les crises. Il y a une volonté pour nos organisations, en tout cas la mienne, de s'adapter à un monde qui va extrêmement vite en matière de renouvellement de l'actualité. Je reprends ce que Christian disait. J'imagine bien le souci que vous avez de hiérarchiser tout ce qui tombe. Nous-mêmes, on est submergés d'informations en permanence et on ne prétend pas refaire le monde, donc on s'adapte à ce monde-là et on contribue au flux général d'informations, et quitte à ce qu'il y en ait autant mettre beaucoup. Nous aussi, on en met beaucoup. Je crois qu'on met 8 communiqués de presse par jour en ligne et un rapport tous les 3 jours. Donc vous voyez, ça c'est comme une agence d'information, d'où le débat d'ailleurs du rôle des médias ou du rôle de nos ONG et finalement cette substitution qu'il y a eu entre nos ONG et les médias ayant moins de moyens d'aller chercher l'information à la source sur le terrain, et finalement c'est nous qui assurons ce service de collecte d'informations quand malheureusement RFI ou Le Monde n'ont pas toujours les moyens aujourd'hui de faire ce qu'ils faisaient si bien dans le temps. D'envoyer un reporter. Ouais. C'est un regret et on comble un vide, mais ce n'est pas de manière satisfaisante de mon point de vue. On préférait que les médias soient là en permanence sur le terrain, tellement leur indépendance est précieuse, alors que nos organisations sont toujours suspectes de rouler pour tel ou tel intérêt ou d'être partial à certains moments. Donc on a une vraie préoccupation. Et pour terminer, je voudrais quand même dire que dans ce monde-là, oui, les violations sont de moins en moins cachées. Et vous le disiez, Béatrice, tout à l'heure, que maintenant tout se sait, effectivement. Et d'ailleurs, c'est la grande victoire de la défense des droits et de la protection des victimes, c'est qu'aujourd'hui, même des zones qui paraissent aujourd'hui cachées à l'opinion publique, et je pense au Xinjiang en Chine ou les zones du Vani au Sri Lanka, même au moment où les gouvernements pensaient que la zone était entièrement sécurisée et qu'il n'y aurait aucun témoin, pas de photos, pas d'histoire, or on a été capable, nous en tout cas, d'autres aussi, de sortir de l'information. Je pense qu'aujourd'hui encore, les autorités de ces pays se demandent comment est-ce qu'on a obtenu ces informations. Donc si ces autorités sont aujourd'hui ont bien compris qu'il fallait verrouiller l'information pour éviter d'avoir des problèmes, nous aussi, on a développé des moyens, des techniques extrêmement sophistiquées de mon point de vue, qui permettent d'avoir accès à des zones qui sont extrêmement dangereuses, mais qui sont sans doute les plus sensibles en matière d'actualité, de médiatisation et finalement du prix politique à payer pour les autorités. Benoît Méribel, un petit mot de la fin, enfin une conclusion par rapport à ces questions. Donc clairement, c'est au sincère d'exprimer ces violations du DIH, on peut y contribuer, mais c'est leur mandat, ce n'est pas le nôtre, et effectivement, ça se fait aussi par l'acteur journaliste. Et un point là-dessus, avec tous les outils qui se diffusent, on a quand même le sentiment, je ne sais pas s'il est partagé, mais une interrogation, est-ce que ça ne recule pas, autrement dit, on a Internet, mais est-ce que les journalistes ont toujours les moyens financiers de se déplacer dans des zones à risque pour témoigner de ce qui se passe? Vu qu'on entend parler d'une crise de la presse classique, donc on peut en douter, et même on le constate, pour être très clair, en tant qu'ONG humanitaire, c'est plus difficile d'avoir des journalistes aujourd'hui qui s'intéressent pour aller sur le terrain, même si les facilités qu'on peut faire aujourd'hui, si je compare à 10 ans en arrière, sont beaucoup plus conséquentes. Donc c'est quand même, il y a une vraie réalité, les journalistes sont sous pression pour autre chose, ou ça ne rentre pas dans leur champ. Donc première question par rapport à ça, parce que c'est l'un des 2 auteurs d'un livre sur les médias humanitaires, ces auteurs-là ont bien montré le lien fort entre l'expression qui se fait entre l'humanitaire et les médias.
Mais quels médias? Quand on a des boîtes de production qui cherchent un audimat et qui vont dénaturer les contextes, c'est aussi d'autres formes de médias, c'est pas les journalistes. Donc bon, toutes ces questions-là sont importantes parce qu'elles rejoignent aussi la capacité d'intervention d'acteurs privés, enfin d'ONG, qui vont porter secours et qui eux-mêmes se retrouvent ciblés, se retrouvent de plus en plus limités en accès. Donc, si les journalistes de moins en moins ont la capacité à librement aller choisir, à témoigner de terrain où il y a des enjeux, droits de l'homme, DIH, etc., et que par ailleurs, des acteurs humanitaires eux-mêmes étant de plus en plus ciblés, avec une juridicisation qui crée des contraintes de plus en plus fortes aussi sur ces points-là, on a une réduction d'une capacité de connaissance et d'expression de droits, DIH, droits de l'homme. Donc c'est une vraie intégration là-dessus, parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut garantir que ça va de mieux en mieux à ce niveau-là. Au contraire, on voit des champs entiers qui se réduisent d'accès pour ces deux acteurs clés, humanitaires et journalistes. Le mot de la fin pour Béatrice Mejouan-Rogo du CICR. Quoi dire? Je pense que beaucoup, presque tout a été dit aujourd'hui. Moi, j'espère que ce type de débat permet de mieux comprendre, d'une part, la complémentarité des rôles entre une organisation comme le CICR, des organisations humanitaires telles qu'ACF et des organisations des droits de l'homme comme Human Rights Watch ou Amnesty International. Et que ça soit utile pour comprendre aussi les limites de l'action du CICR et notamment des prises de position publiques, qui ne veut pas dire, ce qu'on appelle le silence, qui n'en est pas. La confidentialité du CICR n'est pas une manière de se désintéresser des problèmes, au contraire, et que ça n'est pas non plus quelque chose, ça n'est jamais une solution de confort. Il est beaucoup plus inconfortable de ne pas dénoncer publiquement les horreurs desquelles nous sommes témoins au quotidien, plutôt que de parler, de se défouler en disant à des journalistes, à des publics variés, ce que nous avons vu et ce que nous avons appris. Donc voilà, c'est un métier difficile qui se passe dans des conditions extrêmement difficiles, et je crois que on a beaucoup besoin d'expliquer pourquoi nous travaillons comme ça, et je crois que le débat ce soir, en tout cas en comité relativement restreint, mais a permis de le faire, et j'espère que vous pouvez relayer à votre tour notre position. Eh bien, merci à tous, merci aux trois intervenants et merci à la salle pour sa participation pour ce 5 à 7 du CICR. Merci à tous.